Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo où nous allons donc découvrir le premier chapitre de la classe de mathématiques supérieures, dit Maths Sup, en maths. Alors, ce cours n'est pas vraiment structuré, le but c'est qu'on le découvre ensemble et qu'on explique ce qu'il y a à expliquer. Donc, je vais prendre, j'ai mon stylo ici. Et du coup, on va mettre chapitre 0. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dedans ? On nous dit que l'activité mathématique se développe suivant 3 axes principaux. Premièrement, la construction d'axes, d'objets mathématiques. Ça, on s'en fout un peu. On nous dit qu'ils peuvent être des nombres, des figures géométriques, des fonctions, ainsi que la caractérisation à l'aide de définitions de certains d'entre eux. Ces objets servent souvent de modèles pour étudier des phénomènes physiques, chimiques ou biologiques. Donc la première chose, c'est construction d'objets mathématiques. Quand on nous dit construire des fonctions, ça peut par exemple être dans une comment dire, imaginons une population de lapins, chaque lapin produit à son tour 2 lapins, bon, c'est pas comme ça parce qu'il y a l'accouplement, etc. Mais, du coup c'est un peu un mauvais exemple, mais imaginons une cellule qui se divise en 2, qui se divise en 2, qui se divise en 2. Ça serait en 2 puissance n à la nème génération. C'est-à-dire qu'à la génération 0, donc la première génération, il y a une bactérie, à la deuxième, il y en a 2, enfin à la première, du coup, il y en a 2, à la deuxième, il y en a 2 puissance 2, donc ça fait 4, etc., etc. Et il y a certaines, comme il le disait, définitions pour certaines constructions d'objets. Par exemple, je sais pas, on a déjà vu l'exponentielle, etc., qui représente des fonctions particulières qui sont utilisées dans pour différentes choses. Et c'est donc pourquoi on choisit de leur approprier une définition pour que tout le monde soit bien d'accord sur ce que cela veut dire. La recherche de propriétés, ça c'est le deuxième point. Donc, par exemple, un objet mathématique, donc qu'on a construit à un moment donné, eh bien, on s'amène à faire des conjectures, c'est-à-dire des propriétés que l'on pense vraies, car on a pu les vérifier sur plusieurs cas particuliers, par l'observation de dessins ou encore par l'utilisation de moyens informatiques, qu'on va donc par la suite démontrer. Donc, ces conjectures-là, ces propriétés qui appartiennent à des objets mathématiques, c'est ce qu'on va repérer ensuite. Une fois qu'on a construit l'objet mathématique, on va pouvoir regarder comment il se débrouille dans le monde des mathématiques. Et donc là, je n'ai pas forcément d'exemple, mais imaginons on a d'abord construit le triangle avant de trouver le théorème de Pythagore. Et ensuite, du coup, c'est le troisième point. C'est la démonstration. Démonstration de certaines propriétés énoncées précédemment. Une fois démontrées, ces propriétés prennent le nom de théorème, proposition, lemme, corollaire, etc. On nous dit que dans ce cours-là, pour distinguer les différents résultats que nous allons démontrer, on leur donne 4 noms différents. Donc ça, c'était l'activité mathématique. Et est-ce qu'on met un S ? Non, parce qu'on ne parle pas
unité mathématique. Donc, quatre noms de résultats. Alors, peut-être que ça semble un petit peu flou, mais attendez que je les dise. Donc, le premier, c'est proposition. C'est en général, on va dire, pour la plupart des résultats. 2 sont les théorèmes. Vous en connaissez un certain nombre. Et un théorème, pour les résultats plus fondamentaux, ok. 3 corollaires. Qui sont des conséquences immédiates de résultats précédents. En réalité, ils disent immédiat, mais on verra que pour le nombre de cas, c'est pas forcément si immédiat ni évident. Lemme. Enfin, immédiat veut donc sans doute dire, parce que j'imagine que même ceux qui écrivent le cours, etc., qu'on est en train de manipuler, sont pas des dieux vivants, donc ils n'ont pas la science infuse, et pour eux aussi, certains corollaires, bien qu'ils soient immédiats, peuvent être parfois difficiles. Et en fait, par immédiat, je pense qu'on veut plutôt dire quelque chose qui n'a pas besoin de plus de démonstration. Ça, c'est-à-dire qu'on repère que dans un cas particulier, notre démonstration veut dire aussi que pour un certain objet, on va pouvoir dire telle ou telle chose. Et enfin, le lemme pour des résultats préliminaires. Alors, on va pouvoir se lancer dans le cours. Et le cours commence par des assertions. On nous dit qu'on a déjà certainement rencontré des affirmations comme 7 est un entier pair. Je ne vais pas forcément vous les dire, je vous les redirai quand il y aura des remarques qui seront faites dessus. Racine de 3 plus 2 racine de 2 est égal à 1 plus racine de 2. F est une fonction affine de R dans R. Toute fonction dérivable de R dans R est continue. Toute fonction continue de R dans R est dérivable. On a A plus B carré égale à carré plus B carré. On a A carré moins B carré qui est égal à A plus B multiplié par A moins B. Le nombre X est un carré. Un triangle est rectangle si et seulement si le carré de l'un des côtés est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Parmi les affirmations précédentes, vous pouvez justifier, vous savez que certaines, comme 2, 4 et 9, sont vraies. Donc 2, c'était 3 plus 2 racine de 2 est égal à 1 plus racine de 2. Bon, a priori, moi j'avais jamais croisé ça avant. Comment on fait pour dire que c'est vrai ?
plus 2 racine de 2. Alors, comment je m'y prendrais? Alors, soit j'utilise directement le conjugué comme on a pu l'utiliser dans les nombres complexes, mais peut-être. 2, qu'est-ce que ça peut être? Si on met au carré et on redivise, bon, je pense pas que ça nous avance. Donc on va partir sur le conjugué. Bon. Du coup, on va marquer 3 plus 2 racine de 2 multiplié par 3 moins racine de 2. Oui, racine. Donc là, on aura un truc qui sera positif forcément parce que racine de 2 est inférieure à 1,5, sinon on aurait 1,5 fois 1,5. 1,5 fois 1,5, ça fait 2,25, donc c'est inférieur à 3, oui. Oui, c'est logique parce que 2 fois racine de 2, bref. Donc, moins 2 racine de 2, le tout qu'on va diviser par 3 moins 2 racine de 2. Pourquoi j'ai mis une parenthèse? C'est une bonne question. Et du coup, ça fait 3 au carré moins 2 racine de 2 au carré. Le tout sur 3 moins 2 racine de 2. Bon. Là, on a 9 moins 4 fois 2. Bon, ça ne nous avance pas parce qu'en fait, on va littéralement retomber sur ce qu'on avait tout à l'heure. Comment on peut faire pour on est justement ça. Bon. Ça, enfin, cette partie-là, on va la mettre entre parenthèses. Maintenant, la deuxième possibilité que je vois, c'est de prendre l'égalité de gauche à droite. Donc, c'est de dire que 1 plus racine de 2 est égal tatata, et pour retomber sur racine de 3 plus 2 racine de 2. Ça a l'air pas mis si évident que ça. Alors peut-être que ça semble évident pour certains. Pour moi, c'est pas le cas. Je vais peut-être essayer ça. Alors, bon, ça semble décidément pas marcher comme ça. Si on met au carré de chaque côté, comme on a forcément des trucs positifs, par croissance sur R+, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut dire que 3 plus 2 racine de 2, c'est égal à 1 plus 1 au carré plus 2.
priori, non. C'est étrange. Je vais demander une aide extérieure. Mince. Hop. Pour essayer de comprendre ce qui se passe ici. Donc, bon, on entre dans le vif du sujet directement. Voilà, donc qui aurait cru que ce soit si difficile dès le début. Alors, je vais quand même regarder un peu plus précisément, parce que là, je comprends vraiment pas. Comment on est censé passer de l'un à l'autre. Pour vérifier l'égalité, nous pouvons mettre au carré le binôme 1 plus racine de 2 en... Oh là 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 là. Grossière erreur. Comment j'ai pu faire ça? Bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, mine de rien. Bon, en temps normal, je fais pas ce genre d'erreur, mais là, bon, ça arrive. Donc, bon, ok. Très bien. On nous dit que aussi, que l'assertion numéro 4 est vraie. Donc, toute fonction dérivable de R dans R est continue. Donc, a priori, si elle est dérivable partout, ça veut dire que partout, elle admet une valeur. Ça c'était dans le cours de terminale. Vraiment, c'est bon. Et enfin, la dernière proposition qui est vraie, c'est la 9. Donc, on nous dit qu'un triangle est rectangle si et seulement si le carré de l'un des deux côtés est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, c'est la réciproque du théorème de Pythagore, parce que le théorème de Pythagore tout court, c'est un rectangle dont les plus petits carrés, plus petits côtés, la somme des plus petits côtés au carré est égale la racine, la somme des plus petits côtés au carré est égale à la longueur du dernier... Oh là là, mais non, pas du tout. C'est si la somme des plus petits côtés au carré est égale à la somme, à la longueur du plus grand côté au carré, qu'on appelle l'hypoténuse. Des carrés des deux autres côtés. Bon, ok. Ça va. Et que d'autres sont fausses. Bon, j'imagine que 7 est un antipaire, vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être vrai. Et ensuite, la cinquième proposition, on nous dit qu'elle est fausse, et c'est toute fonction continue de R dans R est dérivable. Si on imagine une fonction continue, par exemple, vous savez que la fonction valeur absolue est continue sur R, mais non dérivable en 0. Ok, ça on l'a vu en terminale. Je pense que ça fera peut-être partie des exercices qu'on rencontrera dans le futur, mais en tout cas,
Pour l'instant, ça nous suffit. Ensuite, donc voilà, il existe plusieurs qui dépendent de variables plus ou moins explicitées et qui peuvent être vraies, donc des assertions qui peuvent être vraies dans certains cas et fausses dans d'autres. Donc l'affirmation 3, f est une fonction affine de R dans R. En effet, si la fonction c'est 2x plus 1, elle est vraie. Mais si c'est x au carré, c'est faux. Ensuite, 6, c'était on a a plus b au carré égale a carré plus b carré, qui est vrai pour quelques valeurs, mais qui est fausse pour beaucoup d'autres valeurs. Si on prend un exemple de valeurs a et b pour lesquelles a plus b au carré est égal à a carré plus b au carré, bah, par exemple, on peut prendre 1 plus 0, qui est égal à donc 1 au carré plus 2 fois 1 fois 0 plus 0 au carré, qui est bien égal à 1 au carré plus 0 au carré, car c'est égal à 1. Après, il existe sans doute des... Vous avez peut-être d'autres exemples en tête. Mais voilà, moi c'est vraiment le premier que j'ai en tête. Donc, voilà. Ensuite, on nous dit que l'affirmation 7, donc a carré moins b carré égale à a plus b multiplié par a moins b, est vraie lorsque a et b sont des complexes quelconques, mais elle n'est pas toujours vraie si a et b désignent des matrices de 2. Bon, on n'y est pas encore. Pour ceux qui font maths experte, vous êtes en train de... Oui, ok, complexe, ok. Pour les autres, pas de panique. On verra. L'affirmation 8, qui est le nombre x est un carré, dépend évidemment de x. Mais elle dépend aussi de la nature des valeurs que peut prendre cette variable x. Si on travaille avec des entiers naturels, elle n'est vraie que pour certaines valeurs de x, lorsque x est un carré parfait. Si l'on travaille avec des nombres réels, elle est vraie lorsque x est un nombre positif. C'est-à-dire que 0,7 est le carré d'un nombre. C'est le carré de racine de 0,7. En revanche, il ne peut pas exister par exemple de racine de moins 0,7 parce que la fonction racine n'est pas définie dans les valeurs négatives de R. Et enfin, si l'on travaille avec des nombres complexes, elle est vraie pour tout x. Par suite, lorsque les affirmations dépendent de variables, il est indispensable de préciser dans quels ensembles on prendra ces variables. Pour l'exemple là, 3, 6, 7, 8, on a bien vu que ça dépendait du domaine dans lequel on travaille. On va passer à une première chose. Bon, j'aimerais que là... Alors, ce que je vois qui est vraiment obligatoire à savoir, c'est l'erreur que j'ai faite. Mince. Ce serait de montrer que ça... Ça, c'est à démontrer. Donc, à mettre dans Anki. Bon. La notion, donc on va parler d'assertion. La notion d'assertion, en fait, je vais plutôt le marquer comme ça. Plutôt le marquer sur le côté. C'est 3 plus 2 racine de 2 qui est égal à 1 plus racine de 2. Montrer que... Et donc, la réponse, c'est...
plus 2 au carré, et on vérifie. Bon. On va continuer, et on va parler maintenant d'assertion. Une assertion, c'est un mot important. La preuve, c'est la première définition qu'on vous donne dans ce cours. Donc, la notion d'assertion sera considérée comme une notion première, que nous ne définirons pas rigoureusement. Il faut bien partir de quelque chose. Effectivement, on ne peut pas définir, je sais pas, vous pouvez pas, il y a forcément des mots dans la langue française que vous allez définir entre eux. Bon, pour comprendre la langue française, à un moment donné, il faut partir un peu de l'imaginaire, il faut comprendre, il faut savoir ce que tout le monde comprend. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Assertion, c'est difficile de le définir parce que justement, c'est la première chose qu'on va utiliser dans les mathématiques. Intuitivement, une assertion, c'est une phrase mathématique, sans variable, à laquelle on peut donner un sens. Dans le cadre de notre étude, on admet qu'une telle assertion est soit vraie, soit fausse, et qu'elle ne peut pas être simultanément vraie et fausse. C'est ce qu'on appelle le principe du tiers exclu. Donc là, je vais marquer qu'est-ce que le principe du tiers exclu. Une assertion est soit vraie, soit fausse. Pas les deux en même temps. Bon. Ok. Exemple. 2 est un entier impair. Est une assertion fausse. 1000 plus 1 au carré égale à 1000 au carré plus 2000 plus 1000 est une assertion vraie. 1 égale à 2 plus n'est pas une assertion. D'ailleurs, sur une telle entrée, l'analyseur syntaxique de tout langage informatique, voire celui de votre calculatrice, retournerait alors un message de type syntaxe error, parce que 1 égale 2 plus, ça veut rien dire. Si P est une assertion, donc ça c'est une convention, on écrit la plupart du temps on a P ou donc P, au lieu de P est vrai ou donc P est vrai. De même, on écrit supposons P au lieu de supposons P vrai. Donc ça c'est du vocabulaire que, bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire de l'apprendre en tant que tel, mais c'est bien de l'avoir en tête. Donc les conventions c'était on écrit la plupart du temps on a P ou donc P, plutôt que P est vrai ou donc P est vrai. Donc en gros, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que au lieu de dire P est vrai, on dit juste P. C'est-à-dire que quand on dit on a P, ça veut dire on a P vrai. On vérifie P. Voilà. C'est pas fondamental, mais au moins ça permet qu'il n'y ait pas de quiproquo par la suite. Voilà. Ensuite, ensemble. Qu'est-ce qu'un ensemble? La théorie des ensembles a vu le jour dans le dernier quart du XXIe siècle. Il n'est pas question dans cette section d'en faire une étude axiomatique abstraite, mais plutôt d'en donner le vocabulaire et les règles d'utilisation. Les notions d'ensemble et d'éléments sont ici considérées comme des notions premières. Un ensemble correspond intuitivement à une collection d'objets qui sont les éléments de cet ensemble. Lorsque A est un élément de E, un élément et E un ensemble, l'assertion A appartient à E
qui se lit A appartient à E, ou E contient A, est vraie si A est élément de E. Elle est fausse dans le cas contraire. Lorsque A n'est pas élément de E, on écrit A n'appartient pas à E. Les notions d'ensemble et d'élément sont relatives, puisque nous verrons dans la suite qu'un ensemble peut être élément d'un autre ensemble. L'usage veut que lorsque l'on choisit des notations, on désigne habituellement les éléments par des lettres minuscules et les ensembles par des lettres majuscules. On écrira plutôt A appartient à E comme je l'ai marqué ici, pour signifier que l'élément A appartient à l'ensemble E, mais comme toujours, il y a des exceptions, comme par exemple pour les parties de E, que nous verrons plus tard. Description d'un ensemble. Lorsque P est un entier naturel non nul et que l'on dispose de P éléments distincts, notés A1, A2, etc. jusqu'à AP, alors on admet qu'il existe un unique ensemble E contenant ces P éléments et aucun autre. Un ensemble que l'on note alors E égale, entre accolades, A1 jusqu'à AP. Donc en fait, ça veut dire que E égale A1 AP est forcément égal à E. Donc, on marque entre accolades, c'est important, c'est forcément égal à E. Donc parfois, si on veut démontrer que P égale à E, en fait, on va par exemple passer par le fait que P est égal à ce qu'on trouve là entre accolades, et donc comme ça c'est E, forcément P égale à E. Par exemple, on nous donne des exemples. 1, 3, 5 et 7 est l'ensemble contenant les 4 premiers entiers pairs. Et quand on dit que quel est l'ensemble des 4 premiers entiers impairs, tout le monde va donner celui-là, à part ceux qui se trompent. On peut parfois être amené à utiliser la notation que j'ai marquée au-dessus, là, avec des éléments pas tous distincts. Par exemple, si A2 égale à 1A, alors on a A1, A2, qui est égal à A1. Très bien. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les prédicats. Donc, on a parlé des assertions, on a parlé des ensembles, et maintenant, on va parler des prédicats. Donc, un prédicat, c'est toute phrase mathématique faisant intervenir au moins une variable. Ça, c'est important, je pense, de poser la question, c'est qu'est-ce qu'un prédicat? C'est toute phrase mathématique faisant intervenir une ou plusieurs variables. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? On nous dit ensuite que dès que l'on attribue une valeur à chaque variable, y figurant, on obtient une assertion qui est donc soit vraie, soit fausse. Donc, on a d'un côté l'assertion qui est une phrase mathématique qui est soit vraie, soit fausse, et donc ensuite on a un prédicat qui dépend d'une variable. Et quand on donne une valeur à cette variable, eh bien ça se transforme en assertion parce que ce qu'on est en train de dire est soit vrai, soit faux. Par exemple, si on dit on a donc, x égale à 2, c'est un prédicat. Si maintenant on remplace x par 1, on a 1 égale à 2 qui est donc une assertion fausse, et si maintenant on a 2 égale à 2, on a donc une assertion vraie. C'est un peu, je pense que
pas trop de difficulté à comprendre ça. C'est intéressant de le lire. Par exemple, x au carré moins 1 égale 0 est un prédicat, qui est vrai si l'on donne au réel x les valeurs plus ou moins 1, et qui est faux dans tous les autres cas. X au carré moins 1 supérieur ou égal à 0 est un prédicat dont la variable x peut appartenir à R, mais pas à C, puisque l'on n'utilise pas d'inégalité sur C. Ça, on aura le temps d'en reparler. Et donc, si on prend x au carré plus x plus 1 plus y au carré est égal à 0 est un prédicat à deux variables, chacune d'entre elles pouvant appartenir à C. Quatrième chose, après assertion, ensemble, prédicat, on va parler de connecteurs élémentaires. Non, ou, et. En mathématiques, il est utile de nier certaines relations ou d'en relier d'autres. Par, et, ou, voire si alors. Toutefois, dans le langage courant, ces mots de liaison, ces connecteurs, n'ont pas une signification unique. Par exemple, le ou peut être utilisé avec des sens différents, comme par exemple ou exclusif, fromage ou dessert, ou mathématique, s'il pleut ou s'il fait du vent, je ne sors pas, ou conditionnel, mange de la soupe ou tu seras puni. De même, le et peut avoir des sens temporels de puis, lorsqu'on dit je prends un livre sur l'étagère et je le lis. Une telle multiplicité de significations est évidemment impensable lorsque l'on fait des mathématiques, ce qui justifie des définitions suivantes qui ne font que codifier une partie du langage courant le plus usuel. Donc, définition numéro 1 de notre cours. Ça va être... donc on a P... Si P est une assertion, non P est appelé négation de P. P est une assertion qui est vraie lorsque P, enfin non P est une assertion qui est vraie lorsque P est fausse, et uniquement dans ce cas. Si P et Q, nouvelle possibilité, sont deux assertions, alors P ou Q est une assertion qui est vraie lorsqu'au moins l'une des deux est vraie. Nouvelle question. Que signifie P l'assertion P ou Q? Vrai lorsque P, lorsque, on va pas réutiliser et ou, parce que sinon ça va poser des problèmes, lorsque au moins l'une des deux est vraie. Que signifie maintenant l'assertion P et Q signifie que les deux
je vais souligner le « et » et le « ou » pour pas qu'on le comprenne d'une autre manière, et que là, on porte vraiment sur la signification de « et ou ». On peut faire une remarque à ce sujet-là. Dans le texte de ce chapitre, nous noterons ces connecteurs non ou et pour les distinguer de ceux du langage naturel. Vous ne voyez pas, mais c'est marqué en majuscule. Mais rapidement, ensuite, nous utiliserons des graphismes classiques, c'est-à-dire en minuscule. Par exemple, bon, je ne vais pas marquer tous les exemples, mais donc on nous dit que si A est un élément et si E est un ensemble, alors l'assertion non A appartient à E se note aussi A n'appartient pas à E, comme on l'a vu précédemment. Pour X appartenant à R, l'assertion non X égale à 0, on fait réfléchir, on fait marcher ces ménages, non X égale 0 se note aussi enfin même en majuscule là, se note aussi X différent de 0. Si X est un nombre... oui, donc d'ailleurs, les assertions sont marquées entre guillemets, qu'ils soient français ou comme ça, double, peu importe. Du coup, là, je les avais marquées sans vraiment savoir. C'était une bonne initiative. Voilà. Si x est un nombre réel quelconque, l'assertion x au carré moins 1 égale 0 et l'assertion x égale 1 ou x égale moins 1 sont simultanément vraies ou simultanément fausses. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'assertion x au carré moins 1 est égal à 0, et de l'autre côté, qu'on va par exemple appeler P, et l'assertion x égale 1 ou x égale à moins 1, que cette assertion, on va l'appeler Q, on a P qui est vrai, enfin, P et Q est vrai si P est vrai ou Q est vrai. Ça veut dire qu'on a bien un et. Pour tout x, nouvel exemple, appartenant à R, et pour tout y appartenant à R, l'assertion x moins 1 au carré plus y et au carré est égale à 0, et l'assertion x égale à 1 et y égale à 0 sont simultanément vraies ou simultanément fausses. Pourquoi ? Alors, je vais la remarquer. Mince. Pour tout x appartenant au réel et pour tout y appartenant au réel, l'assertion suivante, x moins 1 au carré plus y au carré égale à 0, et l'assertion x égale 1 et y égale à 0 sont simultanément vraies ou simultanément fausses. Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, parce qu'on additionne deux chiffres positifs ou nuls. Deux nombres positifs ou nuls, deux réels positifs ou nuls. Donc là, x carré moins 1, x moins 1 au carré et y au carré. Forcément positif ou nul parce que c'est la fonction qui a tout x associe x au carré est positive ou nulle sur R. Pourquoi ça ne peut pas être x égale moins 1 ? Parce que là, si on a moins 1, ben ça fait moins 2. Moins 2 au carré, ça fait
4. 4 plus, même si on a y égale 0, ça fait supérieur à 0. Donc il faut que là, comme on a une addition, il faut que ça soit 0 et ça soit 0. La seule possibilité pour que y au carré égale 0, c'est que y est égal à 0. Et la seule possibilité pour que x moins 1 au carré est égal à 0, c'est que x est égal à 1. Il y en a évidemment, on nous dit qu'il n'y en a évidemment pas de même si x appartient au complexe ou y appartient au complexe, puisque par exemple si x égale 0 et y égale à i, la première assertion est vraie, mais pas la seconde. En effet, on a x qui est égal à 1. Non. Alors la première assertion, c'était x carré moins 1 plus y. Oui, voilà. Donc ça ferait moins au carré, ça ferait 1, plus i au carré, qui nous fait moins 1, donc ça fait 0, qui serait donc vrai, mais pas la seconde, qui est x égale à 1 et y égale 0. Ben, comme on vient de dire, x est égal, nous dans notre exemple complexe, x égale à 0, et y égale à i, donc on n'est pas dans cette assertion, évidemment. Ensuite, pour x appartenant au réel, nouvel exemple. Moins 1 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à plus 1, devrait se noter moins 1 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à, x, à plus 1. Bien que tout humain comprenne la première forme, c'est sous la seconde qu'il faut l'écrire dans n'importe quel langage de programmation. Bon, c'est une remarque. Je pense que dans la suite du cours, on l'utilisera comme c'est marqué, c'est-à-dire moins 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1. C'est intéressant de le voir comme ça, et c'est vrai que, par exemple, si vous pensez en Python, c'est rare qu'on utilise cet encadrement-là. Sixième exemple. Si P est une assertion, alors P et non P est fausse. C'est le principe du tiers exclu. Donc, P et non P, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas avoir à la fois, donc simultanément vrai, les deux. Donc ça veut dire que notre assertion qui se trouve ici, elle est fausse. Et P ou non P est vrai. Parce que dans tous les cas, elle est vraie ou fausse, notre assertion. Rappelons d'ailleurs qu'en mathématiques, ce n'est pas parce que l'on a écrit une assertion qu'elle est vraie. Il arrive donc souvent d'avoir à nier une assertion, et vous avez certainement déjà dû faire une démonstration par l'absurde, où pour démontrer une propriété P, vous avez supposé non P vrai. Par exemple, si mon assertion c'est tous les chats portent des talons aiguillés, et ben on va supposer que tous les chats portent des talons aiguilles, et puis moi je vais montrer que mon chat il porte pas des talons aiguilles, donc mon assertion de base est fausse. Ensuite, on va nous parler de règles de négation. Par exemple, si x est un réel, on visualise immédiatement sur l'axe des réels que la négation de x supérieur ou égal à moins 1 est x inférieur strictement à moins 1. La négation de x inférieur ou égal à 1 est donc x strictement supérieur à 1. L'assertion x supérieur à ou égal à moins 1 et x inférieur ou égal à 1, donc ça veut dire avoir les deux en même temps, et l'assertion là ça veut dire x égale à 1 en fait. Pas du tout. Pas du tout. Supérieur à 1. Inférieur ou égal à 1, non pas du tout. Ça veut dire que juste on appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et donc là c'est le petit et, hein, c'est minuscule, et x moins 1 ou x supérieur à 1
Eh bien, la négation, parce que du coup, si on place sur l'axe des réels, eh bien, là, on a moins 1, là, on a 1. Donc, la première assertion, c'est se trouver ici. C'est-à-dire qu'on a à la fois x qui est supérieur à moins 1 et x qui est inférieur ou égal à 1. Maintenant, si on se pour pas se trouver ici, ça veut dire qu'on se trouve mince. Ça veut dire qu'on se trouve là. Et ça veut dire qu'on est soit inférieur à moins 1, soit supérieur à 1. C'est bien l'autre assertion. Maintenant, bon, c'est bon, ça, négation de l'autre, bon, ça on l'a déjà vu. Conformément à l'usage courant et aux exemples précédents, on utilise des règles suivantes pour nier une assertion du type P et Q ou de type P ou Q. C'est-à-dire que ça va être une question à part entière. Négation de non P et Q. C'est P ou Q. C'est-à-dire que si on n'a pas non P et Q, alors ça veut dire qu'on a soit P, soit Q. Dans le cours, ça s'écrit pas exactement de la même manière, mais c'est intéressant aussi de le voir comme ça. Donc, je vais marquer cette fois-ci que vaut non P ou Q. On va dire que du coup, ça s'écrit aussi non P et en majuscule et non Q. Remarque, il est indispensable de savoir utiliser ces règles automatiquement et sans hésiter pour nier une assertion de type précédent. C'est-à-dire que dès qu'on a la négation de quelque chose d'un et, la négation d'un et, c'est un ou. Voilà. Et du coup, on va pouvoir passer au premier exercice. Donc, que je vais afficher. Tac. Tac. Image. Tac. Tac. Je vais le réduire. Tac. Donc, soit A, B et C, 3 points du plan formant un triangle T. Écrire une assertion portant sur AB, BC et CA et exprimant que T est un triangle équilatéral. Première question. Une assertion portant sur AB et CA exprimant que... Donc en gros, ça veut dire que on veut une assertion équivalente à T est un triangle
équilatérale. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça pourrait être, à mon avis, AB égale BC égale CA en tant que norme, enfin, que distance entre ces points. Bon, on fera la correction de ça. En déduire une assertion exprimant que T n'est pas équilatéral. Donc, serait une équivalence. Donc, T n'est pas équilatéral. Ça veut dire que AB différent, enfin, je pense que en fait, ça ne suffit pas de le marquer comme ça. Il faut marquer AB égale BC et BC égale CA et CA égale AB. Je pense que ça déjà, on se rapproche plus de la vérité. Et donc ça serait la négation de ça, c'est-à-dire une assertion exprimant que T n'est pas équilatéral, si ça serait marqué non, tac, ça, tout ce qui suit. Mais pour faire comme on a fait juste avant, on va marquer du coup plutôt A différent, mince, c'est plutôt AB différent de BC ou BC différent de CA ou CA différent de AB. Ok, je pense que pour le premier exercice, ça va, on sait. Comment exprimer que T n'est pas isocèle? Le fait qu'il ne soit pas isocèle, ça veut dire que là, ça veut dire qu'on n'est pas dans la même situation. C'est-à-dire que il ne faut pas non seulement qu'il y en ait un, mais il faut qu'il y en ait deux qui ne soient pas égaux. Parce que là, dans notre situation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est isocèle et plus équilatéral, c'est suffisant pour dire c'est bon, il n'y a plus besoin. Enfin, c'est bon, on sort de notre raisonnement logique. Ce n'est plus un équilatéral. Donc, 3 T n'est pas isocèle. Comment on pourrait procéder? Est-ce que déjà on arrive à exprimer T est isocèle? Ça veut dire que T est isocèle serait donc AB égale
ABC et BC égale à CA, ou tout ça, on ne va peut-être pas le mettre entre crochets, mais il faut remarquer que c'est des grandes parenthèses, ou AB égale à BC et CA égale AB. Ou BC égale CA et CA égale AB. Pour moi, la première impression, ça suffit. Donc, si on fait un dessin, A, B, C. Donc, soit on a AB et BC qui font le même truc. Ah oui, mais non. Bah non, du coup, c'est pas le bon truc. Mais non. En faisant un dessin, on se rend compte que ça, c'est faux parce que AB et BC égale CA. AB égale à BC et BC égale à CA. En fait, pour montrer qu'il est équilatéral, AB égale à BC et BC égale à CA. En fait, on remarque qu'un seul et est nécessaire. Ça, c'est égal à T équilatéral. Donc, en fait, nous, ce qu'il nous faut juste, là, par contre, c'est important, c'est AB égale BC ou BC égale CA ou CA égale AB. Alors là, oui. Là, on est sur quelque chose qui me correspond un peu plus pour définir que T est isocèle. Parce que là, on a bien que AB, BC. Donc si jamais il est isocèle en B, ça vérifie là. Isocèle en C, ça vérifie là. Et isocèle en A, ça vérifie ici. Si on allait corriger, et après on finira notre vidéo parce que ça devient un petit peu longuet. Exercice numéro 1. Le triangle T est équilatéral lorsque AB égale BC égale CA. Mais une telle écriture que l'on utilise couramment n'est pas syntaxiquement correcte. Bon. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Ça, on va dire que c'est à bannir. Mais une telle écriture que l'on utilise couramment n'est pas syntaxiquement correcte car l'égalité est binaire et ne peut donc relier que deux éléments. Effectivement, là on dit que BC égale à CA, mais bon, ce que je veux dire c'est que, bon, évidemment, si BC égale à CA, CA égale à AB égale à BC, alors CA égale à AB. Mais c'est pas correct.
néglige de l'information en réalité, parce que si on se retrouve dans le cas où on a AB différentes BC différentes CA, alors AB peut être égal à CA sans que ça soit formulé, alors que nous on possède l'information et on aimerait bien l'exprimer. Donc c'est pour ça que ça baigne. Voilà pourquoi on dit que l'égalité est binaire. Pour une assertion syntaxiquement correcte, on peut écrire soit AB égale BC, AC, et donc ça c'est faux. Enfin, c'est vrai, mais c'est trop long. Par contre, là, ce qu'on avait marqué ici, AB égale BC et BC égale CA, bon, ça, c'est juste. Maintenant, deuxième question. On devait dire que T n'est pas équilatéral. On nous dit que pour exprimer que T n'est pas équilatéral, on nie la relation précédente, soit il apparaît, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est inutile. Et ça, c'est juste. Ou, bien évidemment, si on avait pris BC, là, les deux, c'est juste. Juste, il faut prendre un seul ou. Le triangle T n'est pas isocèle. On nous dit, là, pareil, ils ont réfléchi. Triangle isocèle lorsqu'il y a deux côtés égaux, ce qui s'écrit encore AB. Ça, c'était une bonne idée de ma part. C'est juste, mais ça répond pas à la question. C'est-à-dire que la bonne réponse était évidemment la négation de ce qui est marqué au-dessus. Et là, la relation, elle est unique, contrairement à celle de est équilatérale. Là, ça serait AB, parce que oui, là, il n'y a pas de question de permutation. Bon, enfin, si on pourrait permuter l'ordre de nos parenthèses, mais ce serait sans grand intérêt. BA différent de BC et CA différent de CB. Bon, en tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. On aura déjà bien travaillé aujourd'hui. Donc, si je devais dire quelque chose, une remarque, c'est qu'effectivement, je fais des erreurs. Effectivement, voilà, je cherche pas mal de temps. Mais le truc étant que je pense que c'est nécessaire et que vous y trouverez sans doute un intérêt parce que je vais chercher au plus profond de l'exercice. Je cherche correctement les exercices, alors que si vous le faites, je pense que si vous, c'est difficile d'aller autant dans la profondeur que moi, de rester assidu là pendant 1h10 devant ces pages de cours pour vraiment comprendre dans la profondeur ce qui nous est dit. Voilà, c'était la fin de cette première vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à la prochaine pour la suite du cours et la correction de prochains exercices. Merci.